InnoIno, le podcast qui décortique l'innovation côté retail. Comment ces innovations révolutionnent-elles le quotidien des consommateurs et des professionnels de la distribution? Les experts de l'échangeur Guillaume Rio et Nicolas Diacono, accompagnés d'un start-upper du domaine, décryptent les enjeux liés aux usages de ces nouvelles technologies. Pour être au fait des dernières tendances retail, suivez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance sur Twitter et LinkedIn. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'InnoIno. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du Web 3. Il est peu probable que vous n'ayez pas entendu les appellations métaverse, NFT, avatar, crypto-monnaie ou encore smart contract autour de vous ces derniers mois. Sur les réseaux sociaux, dans la presse, à la télé ou au détour de conversation, ces nouveaux termes enflamment les débats et spéculations. Mais que veulent-ils dire et que regroupent-ils? Et surtout, quel avenir dans le commerce? Pour parler de ce sujet, nous avons la chance de recevoir Valentin Auvinet, Chief Metaverse Officer chez Decathlon. Bonjour. Et notre expert, y a-t-il encore besoin de le présenter, Nicolas Diacono, Digital Trends Manager à l'échangeur BNP Paribas Personal Finance. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du Web 3.0. Mais avant de rentrer dans ce nouvel univers, est-ce qu'il y a moyen de faire un petit distinguo entre le Web 2.0 et le Web 3.0? Ça, c'est pour toi, Nicolas. Oui, merci Guillaume. Non, effectivement, il y a le Web 3, c'est une évolution du Web 2 dans lequel on est actuellement. Sachant qu'on est passé initialement par le Web 1, c'était vraiment juste de la consommation de contenu, hein. On n'interagissait pas avec la création de contenu, on faisait juste de la lecture quelque part. Le Web 2, où effectivement avec les différentes essors de plateformes, notamment sociales, on encourage les utilisateurs à partager, à créer des contenus, à partager de la donnée dont ces plateformes se nourrissent. Et puis, le Web 3, on est sur un format qui potentiellement va être décentralisé, porté par la technologie blockchain, et dans laquelle on va pouvoir lire, écrire, exécuter Internet, et quelque part reprendre aussi la main sur ces données, grâce à la technologie blockchain, et potentiellement arriver à une forme de changement de paradigme, de tokenisation de nos vies digitale, où on va pouvoir rémunérer des likes, rémunérer des posts vidéo, images et autres, grâce évidemment à la blockchain et aux crypto-monnaies associées. Mais on en est encore très loin aujourd'hui, on est au tout début. Il faut comparer ça au e-commerce, à l'internet de 96-97, quoi. Donc c'est le Far West aujourd'hui. Et puis, tu vois, tu m'as dit expert, on en est très loin dans le Web 3, hein. Aujourd'hui, tout le monde met les mains dans le cambouis, essaie de comprendre les usages, le potentiel même sous-jacent. Donc on en est très loin de l'expertise, on est vraiment au tout début de ces usages-là. Tu confirmes, Valentin, on est vraiment au tout début? Alors oui, complètement, on est dans le web 2.5, parce qu'il y a encore, on est sur la partie, par exemple, univers virtuel. Aujourd'hui, encore tout est centralisé. Il y a les NFT qui permettent de faire des échanges, mais aujourd'hui, on en est encore loin de cette vision du web 3 complètement décentralisé avec des interactions partout. C'est clair qu'on n'en y est pas encore. Alors, on entend beaucoup de choses, hein, en particulier autour des NFT, dans le monde de l'art, monde du luxe. On parle beaucoup de spéculation, hein. Deux fois, ça c'est en hausse, deux fois, ça s'écrase, hein, on peut le dire. Pour vous, pour le consommateur aujourd'hui, quels sont les usages possibles? Bah, je vais commencer juste pour expliquer ce qu'est peut-être un NFT, donc non-fungible token, jeton non fongible. Donc en fait, l'idée c'est d'enregistrer un asset digital dans la blockchain. Donc on va pouvoir enregistrer le titre de propriété, le propriétaire, l'origine, le créateur, et tout au long de la vie de cet asset digital, vu que c'est enregistré dans la blockchain, on va pouvoir suivre les différentes transactions, les passages de propriété. Donc ça peut être une image, une vidéo, un fichier Excel, un PowerPoint. Par exemple, votre titre de propriété d'une maison, hein, qu'on peut transformer en NFT, la carte grise d'un véhicule qu'on pourrait même transformer en NFT quelque part. Et ça peut changer la donne sur pas mal de choses demain. Mais encore une fois, il faut le dissocier aujourd'hui de tout ce qu'on voit dans les médias, qui est plutôt dans le monde de l'art, avec beaucoup de spéculation. Pour moi, c'est vraiment l'infrastructure, un outil d'infrastructure de l'Internet de demain. Tu confirmes, Valentin? Oui, oui, je confirme exactement ce qui a été dit. Et donc, moi, je résume ça à un certificat de propriété numérique. Et en effet, ça offre énormément d'usages. Les premiers à l'avoir compris, forcément, c'est le monde de l'art, pour pouvoir authentifier des œuvres et de suivre les échanges.
avec une option supplémentaire qui est d'ajouter des royalties sur les échanges. C'est-à-dire qu'avant, quand un artiste vendait, il touchait l'argent que de sa première vente et après, si ça se revendait, il touchait rien. Aujourd'hui, avec les NFT, le système fait qu'on peut rémunérer aussi le créateur. Donc, un artiste a tout intérêt que le NFT s'échange le plus possible pour pouvoir aussi avoir un système de rémunération différent. Donc ça, c'est vraiment le côté, on va dire, visible de l'iceberg aujourd'hui, le côté artistique. Après, forcément, il y a de la spéculation. Aujourd'hui, si on veut arrêter la spéculation, on met 100% de royalties aux créateurs. Ça va arrêter la spéculation assez vite. Donc, il y a aussi des moyens de contrer cette partie-là. Mais il faut pas, en effet, il ne faut pas réduire le NFT à l'art. Il y a énormément d'usages, la billetterie, qui pourrait être aussi un usage très fort des NFT. Et on doit les inventer, les usages, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, la techno permet de répondre à énormément de nouveaux usages. Donc, à nous de trouver les meilleures utilisations possibles. Et justement, si on passe dans le monde du commerce, sans encore aborder, ce que vous faites, chez Decathlon, est-ce qu'il y a déjà des premiers usages du NFT dans le commerce, Nicolas? Alors des Et dans le NFT, retail même? oui, oui, il y a des premiers usages, notamment, on l'a vu avec, Estée Lauder sur de l'acide. Il y a eu pas mal d'annonces récemment, même pour faire de la levée de fonds sur le côté, plutôt, charité avec, Carrefour, qui a fait des NFT pour, des associations pour protéger les abeilles, par exemple. Et puis dans le luxe aussi, pour, quelque part faire un titre de propriété, authentifier, le fait qu'on détient potentiellement un vrai sac, de luxe. Et derrière ce NFT pourrait même, quand je vais me connecter à un monde virtuel, bah, me permettre à mon avatar de porter le même sac que j'ai dans le monde réel, mais dans le monde virtuel pour mon avatar. Donc ça peut être aussi une forme de connecteur, de passe universel via la technologie NFT. Et dans le retail, ça commence à se démocratiser plutôt dans l'écosystème du luxe pour, comme je disais, authentifier des produits. On le voit, notamment, sur, certains produits où effectivement j'associe un NFT à un sweat, à un pantalon et puis derrière ça me permet d'avoir le double numérique pour mon avatar dans des mini-jeux ou dans des mondes virtuels et ça peut changer la donne justement pour, lutter contre la contrefaçon dans le domaine du luxe en tout cas. Donc, moi, je trouve ça fascinant. Tu achètes un objet physique, si j'ai bien compris, tu peux le réutiliser sur ton avatar dans un monde virtuel, type Roblox, Sandbox ou voire même dans un jeu? C'est ça ce que tu viens de dire? Tu parles des fameux skins où il y en a des personnes sont prêts à mettre, 800 pour, un t-shirt, pseudo Gucci ou voire même Gucci, c'est de ça dont tu parles? Oui, potentiellement, oui, c'est ça. Alors, les skins, c'est très lié au monde du jeu vidéo. Donc, c'est effectivement quand on achète des tenues, des armes, des objets pour jouer dans différents jeux comme Fortnite ou autres. C'est un marché qui, l'an dernier, était valorisé à 40 milliards de dollars, ce qui est juste monstrueux. D'ailleurs, pour info, un Gen Z, donc une personne de moins de 25 ans, est prêt à dépenser jusqu'à 200 dollars pour un objet virtuel, ce qui est pas anodin. Donc, il y a un vrai business. Mais le sujet est certainement mieux maîtrisé par Valentin, parce que je sais que chez Decathlon, il travaille un peu sur ces éléments-là. Mais effectivement, c'est de donner une vie virtuelle à un objet réel, ou inversement, acheter un objet virtuel et du coup qui me laisse accéder à un objet, à son double bien réel. Par exemple, Adidas, avec le NFT qu'ils ont créé en partenariat notamment avec la collection Bored Ape Yacht Club, et ça me permettait d'aller en boutique une fois que j'avais ce NFT et de récupérer une paire de chaussures, par exemple, bien réelles, que je peux porter dans le monde réel. Bah, justement, Nicolas, il me semble que tu as acheté des chaussures de foot, chez Valentin d'ailleurs, C'est ça. et je crois que ces chaussures font partie d'un projet qui s'appelle, Kipsta Barrio. Tu peux nous en dire plus, Valentin? Alors, oui, en effet, merci Nicolas, d'avoir participé, à l'opération. Donc en fait, Kipsta, c'est la marque de football de chez Decathlon et Barrio, c'est le projet autour, du foot freestyle et du futsal. Donc en fait, on a sorti une chaussure vraie chaussure, physique qu'on peut porter, on peut jouer avec Céane Garnier. Donc Céane Garnier, c'est un champion du monde de foot freestyle. Il a une énorme communauté sur les réseaux sociaux, à peu près 20 millions de followers. Et donc, on s'était dit, on va créer une chaussure avec lui qui correspond exactement à sa vision du foot freestyle et du foot en salle. Donc, il y a une chaussure qui a été créée. Et on s'est dit, c'est l'occasion aussi de tester les NFT. Et donc, on lui a apposé un NFT lié à la chaussure. Donc, le NFT est gratuit. C'est quelque chose qui était important pour nous aussi. On voulait que le NFT soit gratuit. On ne voulait pas qu'il soit payant. Et donc, quand on reçoit la boîte de la chaussure, on a un petit ticket à gratter avec un QR code qui permet d'aller récupérer le NFT sur un portefeuille de crypto-monnaie pour le stocker et ensuite d'accéder à des expériences exclusives.
Alors les expériences, il y en a déjà qui fonctionnent. Typiquement, aujourd'hui, si vous avez le NFT, vous pouvez accéder au vestiaire virtuel Decathlon, vous retrouvez votre chaussure. Donc l'objet NFT, c'est une vidéo de la chaussure qui tourne à 360 et qui bascule dans le métaverse. Il y a une liaison entre le NFT et le métaverse qui est faite. On peut visualiser l'objet en 3D. Donc la chaussure, vous pouvez la visualiser sous tous les angles en 3D. Vous avez une vidéo qui vous explique les coulisses de la conception avec Céane Garnier. Également, l'accès à un monde virtuel qui s'appelle le Barrio Club. Donc, c'est un monde 100% virtuel que vous pouvez rejoindre sur votre téléphone, sur votre ordinateur ou via des masques de réalité virtuelle. Et vous allez pouvoir rencontrer d'autres titulaires du NFT pour échanger avec eux de votre passion autour du foot freestyle. Dans ce monde, vous allez également pouvoir participer aux prochaines collections avec Céane Garnier en donnant votre feedback, vos avis sur les prochaines collections, le choix des couleurs, ce genre de choses. Le champion du monde sera également présent de temps en temps dans ce monde virtuel, donc vous allez pouvoir dialoguer en one-to-one avec lui. Il y aura des live vidéos qui seront faits. Donc voilà, c'est tout un écosystème finalement qui est fait pour les fans et les porteurs du NFT pour finalement participer, parce que c'est un moyen finalement de gouvernance, de pouvoir être acteur dans un projet comme celui de la Barrio. Alors, je trouve ça super intéressant. Pour moi, c'est une extension, une nouvelle forme de fidélisation. Mais avant, tu as parlé d'un wallet. Tu parles d'un Apple Pay, tu parles d'un wallet bancaire, tu parles de quel type de wallet dont tu parles? Alors, aujourd'hui, un NFT, ça se stocke de même manière que de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, si vous voulez avoir de votre crypto-monnaie dans votre portefeuille physique, c'est assez compliqué. Donc, il existe des portefeuilles de crypto-monnaie. Donc, ça peut être des applis mobiles, ça peut être des petits devices comme des clés USB, ça peut être des extensions sur un navigateur qui vont vous permettre de stocker et de vous identifier sur la blockchain pour prouver votre propriété de NFT ou de crypto-monnaie. Donc, finalement, c'est un peu comme un compte bancaire, sauf qu'aujourd'hui, les banques ne sont pas allées encore sur ce sujet-là. Donc, c'est plutôt des acteurs indépendants qui ont lancé leur propre système pour stocker ce genre de crypto-actifs, comme on dit. Nicolas, je trouve où ce wallet? Eh bien, il y en a plusieurs, donc comme l'expliquait Valentin, en fonction des blockchains, sur lesquelles sont enregistrés les NFT, par exemple. Tout simplement sur internet, hein, il suffit, pour MetaMask, par exemple, il suffit de télécharger une petite extension, Chrome ou, Firefox et puis, tu crées ton compte, en 2 clics et tu peux du coup directement acheter des cryptomonnaies, acheter des NFT, les stocker dessus et ça devient quelque part ton identité digitale, ton pass, ta carte d'identité, numérique pour, le Web 3, dès lors que, c'est sur la blockchain Ethereum globalement, pour MetaMask. Et après effectivement, il y en a d'autres, sur Tezos avec Kukai, il y en a sur Binance, enfin sur chaque blockchain quelque part a son wallet star et peut-être que demain on verra aussi, des acteurs un peu plus traditionnels comme les banques, créer quelque part, un wallet, multi-blockchain, sait-on jamais? Dans quelques années. Bon, c'est pas le cas pour l'instant, on est très loin, mais peut-être que ça va arriver, un de ces 4. Donc ce wallet me permettrait, de naviguer d'un monde à l'autre sans password, sans authentification? Ça serait mon authentifiant? Et c'est ça en fait. Quand tu veux utiliser ou partager de la donnée ou te connecter, ça va lancer automatiquement, ça va reconnaître, ton wallet MetaMask, dans ta barre de navigation, Chrome par exemple, te demander ton mot de passe et puis si tu l'as déjà tapé aujourd'hui, tu as juste à signer à cliquer sur un bouton OK et tu accèdes à ces contenus et dès lors que tu as des, NFT par exemple ou, qui sont utilisables dans le monde virtuel dans lequel tu vas te connecter, eh bien ça va être importé automatiquement, tu as plus aucune manipulation à faire. Ce qui simplifie complètement la vie, et c'est pour ça que je crois beaucoup à cette technologie NFT en termes d'infrastructure, même de la relation client de demain. On voit bien quand Valentin explique, ce à quoi tu accèdes parce que tu as acheté la chaussure qui détient le NFT, tu rentres dans une nouvelle génération de relations clients, hein, vraiment un nouveau monde, tu l'étends et la relation client, elle va au-delà simplement de l'achat, de la transaction. Elle perdure dans le temps, dans la durée de vie de l'objet et c'est ça qui est génial avec, le Web3 et le NFT, c'est que on peut changer de paradigme sur ces éléments-là, sur l'expérience et sur ce qu'on peut vivre via le monde digital. J'ai l'impression qu'on parle d'un France Connect, boosté, entre le privé, le public, il me semble que j'avais vu une de tes présentations, Nicolas, et tu parlais de l'Estonie. Ils ont pas fait quelque chose là-dessus? En Estonie, comme tu l'as mentionné, effectivement, on a la notion de citoyenneté dite numérique, où effectivement, l'administration estonienne n'a pas le droit de demander, par exemple, plus de 2 fois, la même information à un de ses citoyens, parce que tout est censé être enregistré, dans, des supports blockchain
et en fait, j'ai juste à me connecter une fois et derrière l'administration, accède à ces éléments-là. Il y a des villes comme Barcelone ou d'autres qui réfléchissent à utiliser ça pour identifier, les citoyens, pour accéder aux services de la ville et sans avoir à chaque fois redonner les informations, nos bulletins de salaire, notre justificatif, de d'habitation et ainsi de suite, pour que ça soit fait en un clic et que ça simplifie notre vie et c'est un peu la promesse effectivement du web 3 et via les wallets où effectivement demain, je pourrais avoir mon identité digitale, complètement, numérisée, enregistrée dans la blockchain, ce qui me permettrait à moi aussi potentiellement de gérer qui a accès à quoi. Quand je vais me connecter sur Decathlon pour faire un achat, bah, je laisse accéder à mes informations, puis une fois que j'ai fait la transaction, je peux révoquer cet accès-là, par exemple. Et tout ça est enregistré dans la blockchain, donc c'est complètement transparent. Et donc si, par exemple, il y a des actions malveillantes, bah, ça va se voir aussi. On va le repérer assez vite et ce qui est pas le cas aujourd'hui quand vous utilisez les services de Google. Vous savez que vous avez de la donnée qui est utilisée, on exploite, vos données comportementales sur internet, mais vous savez pas où ça part, comment c'est monétisé, ainsi de suite. Demain, avec la blockchain, si en tout cas on le fait tel que c'est prédit, on pourrait arriver à une vraie transparence sur cet usage-là. Bon, je pense qu'il y aura une vraie guerre, en tout cas, entre les acteurs du monde digital d'aujourd'hui et ceux potentiellement de demain. On n'arrivera pas vraiment totalement à une totale décentralisation et redonner le pouvoir d'Internet au peuple. Ça, c'est un peu un fantasme à mon sens. Mais en tout cas, il y a des promesses qui sont intéressantes. Mais encore une fois, on n'en est qu'au début. C'est qui les acteurs du monde de demain, Valentin? Moi, j'ai entendu parler d'OpenSea, là, on vient de parler de MetaMask, Roblox, Bah, alors, c'est marrant parce que on parle des acteurs d'un monde décentralisé et on doit sortir des noms de boîtes complètement centralisées. Donc, moi, j'ai envie de dire, ce qui serait bien, c'est qu'il n'y ait pas d'acteurs. Au contraire, c'est que ça soit vraiment décentralisé et que chacun soit libre de transmettre ou de faire exactement ce qu'il veut et non pas avoir un organisme qui contrôle l'ensemble. Je pense que le vrai défi du Web3, c'est celui-là, c'est de réussir à pas avoir d'acteurs centralisés. Donc voilà, aujourd'hui, par contre, on est dans le web 2.5, on va dire. En effet, OpenSea, c'est la marketplace des NFT qui est loin devant les autres. Après, il y en a d'autres, il y a Rarible, ObjectKT, il y en a d'autres. Après, sur la partie crypto wallet, c'est vrai que MetaMask, qui sont aussi à l'origine de Ethereum sur pas mal de sujets, donc sont également hyper présents. Sur la partie crypto-monnaie, forcément, il y a Binance et Coinbase. Après, en France, il y a CoinHouse. Enfin, voilà, il y a énormément d'acteurs. Aujourd'hui, c'est assez centralisé. Moi, j'espère honnêtement que, au contraire, ça va se décentraliser de manière un peu plus réelle et éviter d'avoir un GAFA numéro 2, enfin un GAFA Web 3.0, quoi. Oui, c'est à la fois paradoxal parce que c'est Facebook, qui s'est transformé en Meta qui a lancé, toute cette mouvance dont on parle aujourd'hui. Moi, j'avais une question. Entre nous, on est d'accord pour l'instant, NFT, c'est un peu, c'est pas grand public et justement par rapport à, si je dis pas de bêtises, hein, c'est 2 800 chaussures que vous avez vendues, qui étaient en série limitée, pardon. Je voulais savoir quel type de clients ont acheté ces chaussures. Bah, on sait, tout à l'heure, Nicolas nous l'a dit, lui, c'est plus dans la spéculation et moins dans l'usage. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Alors, non, alors c'est 2008 paires exactement, parce que 2008 paires, 2008, pardon. en fait, c'est l'année où Sehan Garnier a gagné son premier titre de champion du monde. Donc il y avait aussi la symbolique avec Sehan. Et alors le type de profil, on va dire, il y a vraiment deux types de profils. Il y a les profils qui sont actifs sur la communauté de Sehan Garnier, qui font du foot freestyle, qui le suivent de manière quotidienne, et donc qui ont acheté l'objet parce que c'est une chaussure qui permet de faire du foot freestyle faite en collaboration avec l'un des meilleurs mondiaux. Donc eux, on va dire, c'était la partie, on va dire, footballistique des clients. Et après, il y a une autre typologie de clients qui, eux, étaient vraiment orientés crypto-monnaie et NFT et qui, eux, ont acheté la chaussure parce qu'il y avait un NFT qui était lié à la chaussure avec des services nouveaux et innovants. Et c'était plutôt une communauté de crypto fans, on va dire. Donc c'est plutôt ces deux types. Et après, il y en a qui se rejoignent et tant mieux. Moi, je fais partie de la jointure. Et donc, moi, je peux à la fois jouer avec la chaussure et profiter des services liés au NFT. Tu as des prochains projets en cours? Alors, il y en a beaucoup dans les cartons, hein, il y a énormément de choses à faire. Donc là, sur la Barrio, il y a le fameux monde virtuel où les gens vont pouvoir échanger entre eux et rajouter au fur et à mesure des nouveaux services et des nouveaux usages. Donc ça, c'est vraiment réussir à animer cette communauté dans la durée et non pas avoir quelque chose qui a été fait une seule fois. Après, il y a d'autres marques chez Decathlon qui s'intéressent au sujet aussi pour créer des nouvelles communautés. On réfléchit sur énormément de sujets
quels sont les nouveaux usages qui peuvent être faits avec le NFT. Donc ça, c'est un vrai côté. Et après, il y a la partie, on va dire, monde virtuel, où là, on se dit quelle est la place de Decathlon dans ces mondes virtuels. Alors aujourd'hui, on a plutôt un objectif de se dire, on va essayer de mettre les gens au sport dans les mondes virtuels. Donc ça, c'est notre objectif principal. Et donc, là, on travaille avec des partenaires sur des nouveaux usages et des opportunités. Alors, tu peux nous expliquer comment on fait du sport dans les mondes virtuels? Alors, il y a un exemple que les gens dans la tech connaissent plutôt bien, c'est Zwift ou Peloton, qui sont pour nous des très beaux sujets. C'est de se dire, on fait du sport physique à domicile ou à l'extérieur, qui est connecté à un monde virtuel. Donc par exemple, si c'est le cas de Zwift, on fait du vélo sur un vélo d'appartement à la maison et finalement, on est télétransporté dans un univers virtuel pour faire du vélo avec ses amis ou sur de la compétition avec des professionnels. Et donc, depuis chez soi, on accède à un écosystème du vélo de manière simple et rapide. Donc ça, par exemple, ça, c'est un autre exemple. On a un deuxième exemple qui est avec Decathlon. On a travaillé en collaboration avec Eleven Table Tennis, qui fait un jeu de tennis de table sur Oculus. Et donc, en fait, le fait d'avoir un Oculus permet de jouer au tennis de table à la maison. Et finalement, avec ça, on n'a plus besoin de table de ping-pong. Donc, par exemple, une table de ping-pong, il faut pouvoir la stocker, ça coûte cher, on s'en sert finalement 1% de son temps. Et après, il faut trouver aussi un partenaire, quelqu'un du même niveau. En fait, le fait de l'avoir en réalité augmentée, en réalité virtuelle, permet finalement de jouer 24 heures sur 24 de manière mondiale, d'avoir des championnats du monde tous les jours. Et donc, voilà, est-ce que dans 10 ans ou même dans 5 ans, on vendra encore des tables de ping-pong? Ça, c'est une vraie question qu'on doit explorer. Donc, si je t'entends, on n'est pas loin de Real Player One? Alors, on n'est pas loin de Ready Player One. En effet, il y a aussi tout le côté haptique qui est mis en avant dans Ready Player One, avec ce ressenti, les combinaisons, les gants. Et après, forcément, il y a le futur du futur, mais Nicolas est encore plus futurologue que moi, mais il y a les lentilles de contact Mojo Vision qui, elles, intègrent des écrans dans une lentille. Alors, on peut imaginer beaucoup, beaucoup de choses. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que si on va sur le site de Mojo Vision, la première chose qu'ils mettent en avant, c'est le sport. D'accord. Alors moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est la première fois que je présente, un métier où on s'appelle Chief Metaverse Officer. En plus, chez Decathlon, qui est lui-même une marque innovante. C'est quoi ton quotidien? Fais-nous rêver, nos auditeurs. Mon quotidien, c'est de prendre mon sac à dos Quechua NFT pour me balader dans les mondes virtuels. C'est comme ça que je le définis. Et donc, non, c'est de se dire, voilà, dans le Web3, il y a beaucoup de choses. On va aller prendre quelques sujets pour aller finalement approfondir ces sujets-là. Donc, moi, j'ai pris deux piliers. Un monde 3D métaverse, et le deuxième pilier, c'est blockchain et NFT. Donc, je me suis mis ces deux gros piliers en exploration. Et dans chacun de ces piliers-là, en fait, je vais aller découvrir l'univers, comment ça fonctionne, comprendre et trouver les opportunités de demain pour Decathlon, pour voir en disant, là, il y a un vrai sujet, ça vaut le coup d'aller investiguer, de créer des équipes et d'aller tester des choses. Sur la partie NFT, on a dit, c'est intéressant, il y a moyen de réinventer l'expérience client et la relation entre une marque et son client. On va aller explorer le NFT via cet angle-là. Et donc, voilà, on a pris le NFT, la Barrio, pour aller explorer ces sujets-là. Donc, c'est vraiment d'aller explorer, tester, et on verra ce qu'il en ressort. Et peut-être qu'il y en aura qui seront abandonnés, et tant mieux, mais on aura essayé. Et j'imagine que CMO, Nicolas, ça commence à se développer dans différents groupes? Ouais, Chief Metaverse Officer, ouais, pas tant que ça en fait. Je crois que Valentin était le premier au monde, hein, je vais pas dire de bêtises. Exactement. Et voilà, donc on a la star des Chief Metaverse Officer avec nous aujourd'hui. Non, non, c'est très anecdotique hein, d'avoir des positions comme ça, mais ça démontre aussi l'état d'esprit d'une entreprise comme Decathlon sur l'innovation. C'est-à-dire de créer ce type de poste, c'est pas anodin dans la volonté d'innover, de créer et d'embrasser les nouvelles tendances. Et c'est surtout ça qui est intéressant, c'est que ça démontre la volonté de Decathlon d'aller de l'avant, d'être toujours à la pointe de la techno. Après, il y a pas mal d'entreprises qui commencent à créer des postes là-dessus. C'est plutôt des entreprises de conseil pour aussi derrière vendre le sujet derrière par la suite. Mais vraiment dans le commerce retail, on peut dire que Decathlon est quand même en avance de phase, même s'il y a eu plein d'expériences autour des NFT, des métaverses dans l'industrie du luxe, ou voire même dans des carrefours qui ont fait des sessions de recrutement dans les mondes virtuels. Mais en tout cas, à mon sens, à ma connaissance, franchement, l'expérience Kipsta Barrio
et une première du genre avec tout ce qui s'ensuit derrière sur la longévité de la vie du produit, comme l'a expliqué Valentin, avec tous les services associés et autres. Et ça, pour moi, c'est très intéressant à suivre, et c'est aussi pour ça que j'ai acheté cette basket-là, c'est que ça préfigure de ce que pourrait être la relation client de demain. Et c'est tout l'intérêt de ce type de projet. Donc, si je résume bien le Web 3.0 pour nos auditeurs, c'est d'une part une nouvelle relation client totalement étendue, un nouveau Digital ID identifiant et la connexion de deux mondes différents. C'est à peu près bien résumé ou il manque des choses? Non, c'est pas mal. C'est parfait. Après, la connexion des mondes différents, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir vers où ça va aller. Est-ce qu'on va passer sur la réalité virtuelle via des masques avec des écrans intégrés dans des masques? Est-ce qu'on va partir sur de la réalité augmentée où on va superposer de l'information sur le monde physique? Aujourd'hui, on ne le sait pas, mais la définition était bonne. Bah, justement, on va aller jusqu'où? Et c'est qui le pays le plus avancé d'ailleurs dans le métaverse? On parle beaucoup de la Corée. T'as raison, hein, la Corée a même inscrit ça dans le plan de développement national, de faire la métaverse une des priorités. Après, il y a évidemment les Américains, mais alors les Américains, c'est plutôt au sens large, c'est l'écosystème crypto, on va dire, qu'ils essayent de pousser en amont, où ils régulent pour que les Américains deviennent les leaders mondiaux du sujet, alors qu'en Europe, on va plutôt réguler pour se protéger. Voilà, c'est deux façons de réguler les sujets de manière différente. Mais effectivement, on va dire que quand même, la Corée est assez en avance de phase. Alors la Chine, c'est un peu plus compliqué en ce moment. En tout cas, ça reste très centré sur le marché chinois, même s'ils ont pas mal d'avance, puisque Taobao, donc Alibaba, dès 2019, permettait d'acheter des vêtements pour habiller son avatar, des logiques de gaming et autres. Aujourd'hui, comme ils sont un peu refermés un peu plus sur eux-mêmes, c'est un peu plus compliqué. Mais je dirais la Corée, ouais. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Valentin. Ben, moi, ceux qui l'ont, on va dire, le plus subi, c'est les Philippines. Parce que les Philippines, il y a eu un jeu enfin, qui existe toujours qui s'appelle Axie, Axie Infinity, où c'est un jeu où on élève des hamsters. C'est un mix entre les Tamagotchi et les Pokémon. Et en fait, ce jeu-là a eu un tel succès. Et comme on pouvait revendre ces hamsters virtuels, il y avait des Philippins qui se sont rendus compte qu'on gagnait plus d'argent en élevant des hamsters virtuels qu'en allant travailler. Donc il y avait des gens qui n'allaient même plus travailler pour se consacrer au jeu. Et donc, forcément, ça peut déstabiliser un gouvernement. Donc, les Philippines ont vite décidé de recadrer un peu tout ça, sur la partie réglementaire notamment. Mais c'est assez intéressant de voir qu'il y a certains pays qui vont l'adopter plus vite que d'autres aussi. Mais en effet, je pense que la Corée, avec Séoul en métaverse, où on peut faire des démarches administratives dans le métaverse, sont les plus avancés. Mais après, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même les très gros acteurs, on va dire, des mondes virtuels aujourd'hui, type Roblox, Epic Games, Meta. Aujourd'hui, ils sont américains. Donc on verra, l'avenir nous le dira. Ben, un grand merci à vous deux, c'était passionnant. Malheureusement, il va falloir revenir sur Terre. Je tiens à remercier aussi nos auditeurs et je vous dis surtout à très bientôt pour un nouvel épisode d'Inno Aino. Au revoir à vous deux. Retrouvez l'ensemble des épisodes d'Inno Aino sur les plateformes de streaming, sur le site de BNP Paribas Personal Finance et sur celui de l'échangeur. Et pour rester connecté aux dernières tendances retail, suivez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance sur Twitter et LinkedIn.